Il est 10h04 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à vous dans votre espace Ça vous concerne. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nerla Bekralas pour vous servir jusqu'à 11h. On est le lundi 6 janvier 2025 et nous parlons ce matin d'un sujet qui affecte de plus en plus de couples mariés chez nous. Selon des chiffres de 2016, sur 100 couples mariés, 20 n'arrivent pas à concevoir d'enfants naturellement en Algérie. Le taux d'infertilité chez les couples algériens est passé de 15 à 20% selon cette même étude. Heureusement que là, la science permet aujourd'hui d'exaucer ce vœu cher aux couples, celui de donner naissance à un enfant. Quelles sont justement les solutions médicales disponibles en Algérie? Combien de couples ont recours à une assistance médicale pour concevoir un enfant? Quel est le taux de réussite de ces traitements contre l'infertilité? Pour répondre à nos questions ce matin et aux vôtres, si vous le souhaitez d'ailleurs, nous contacter au 021 48 15 15, deux spécialistes, professeur Zegan Huria de l'Association nationale de planification familiale, docteur Salah Haddin Kerfa, gynécologue spécialiste de la fertilité. Il est aussi vice-président de la Société algérienne de la médecine de la reproduction et président de l'association gynécologue obstétricienne de Boumerdès à la tête d'un centre de procréation médicale assistée à Boumerdès. À 10h05, restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Et à 10h10, nous vous souhaitons la bienvenue sur Alger 3 dans votre espace Ça vous concerne. Je rappelle que vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez au 021 48 15 15 pour poser vos questions à nos deux spécialistes à qui nous souhaitons également la bienvenue. Je rappelle que nous parlons ce matin d'infertilité chez les couples mariés en compagnie de Dr Salah Haddin Kerfa, gynécologue spécialiste de la fertilité, vice-président de la Société algérienne de la médecine de reproduction. Dr Kerfa, bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour madame, c'est un plaisir d'être parmi vous et un honneur. C'est nous qui vous remercions. Et nous avons également avec nous professeur Zegan Huria, ex-chef de service à l'hôpital Belfort. Elle est aussi membre de l'Association nationale de planification familiale. Bonjour professeur, merci d'être parmi nous également. Bonjour. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Alors, m'avoir invité. On parle ce matin d'infertilité. On a des statistiques qui datent de 2016, donc pas très récentes. Est-ce que aujourd'hui, quand peut-on déjà, premièrement, parler d'infertilité chez un couple? Au bout de combien de temps on peut parler d'infertilité? Oui. Docteur? Oui. C'est très simple, on reprend juste la définition de l'Organisation mondiale de la santé. L'infertilité est une affection du système de reproduction masculin et ou féminin, définie par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse après 12 mois, une année, ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés. Donc, c'est bien défini par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est au bout d'une année. Au bout d'une année, de vivre en commun. Oui, de vie en commun. Alors, l'infertilité aujourd'hui chez les couples mariés est... Pardon. Oui, de professeur. Je vais juste préciser donc, ce qu'a dit mon ami Salah Haddin Kerfa. Parce que dans la tête des gens, avant c'était 2 ans. Maintenant, il faut insister sur 1 an, voire moins, quand la femme est âgée ou s'il y a des problèmes. C'est ça qu'il faut préciser. Parce que l'âge de la femme est déterminant. Est déterminant. Très bien. Alors l'infertilité chez les couples mariés, je le disais, est en hausse. Selon le dernier rapport de l'OMS, l'infertilité touche aujourd'hui 1 personne sur 6 en âge de procréer. Alors est-ce que cette tendance haussière s'applique aussi en Algérie? Est-ce qu'on a les mêmes chiffres pratiquement ou non? Vous savez que notre pays, il n'y a pas réellement de statistiques, oui. mais au fait, il faut dire que 10 à 15% des gens qui se marient chaque année, il y aura 10 à 15% qui vont poser un problème de retard à la grossesse. Mais alors, à peu près, ce sont les chiffres mondiaux, mais je dirais que dans les pays sous-développés dont on est, nous, ça a tendance à être augmenté. Parce qu'on a donc pas uniquement les causes, c'est-à-dire infectieuses des pays sous-développés, mais on a aussi les autres causes des pays développés. Donc c'est pour ça que, c'est vrai, il n'y a pas un chiffre exact, mais c'est un problème réel de santé publique. Très bien. Alors, quand on parle... Je ne sais pas si mon ami a un chiffre à donner. Oui, écoutez, les statistiques, ce n'est pas notre fort. Nos chiffres sont un peu biaisés parce que
parce que les gens sont extrêmement pressés. Il y a même des mamans qui ramènent leurs filles avant le mariage. Parce que la femme et la société en général, c'est-à-dire qu'on définit la féminité comme, et la grossesse comme un aboutissement de la féminité. Donc les chiffres sont très biaisés. Je pense qu'on a les mêmes chiffres mondiaux. Hein, c'est un couple sur 6 et ça tourne autour de 15 à 20% effectivement. Et voilà. Est-ce que des fois, parfois, les consultations viennent chez vous, on connaît les raisons, est-ce que c'est plus de l'inquiétude avant tout, de l'anxiété, du stress par rapport à ça, ou c'est réellement des raisons médicales bien déterminées, bien définies? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Oui. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce que l'infertilité, le retard d'avoir une grossesse dans le couple n'est pas uniquement une maladie physique ou organique comme d'autres maladies, c'est une maladie sociétale. Et l'impact de l'infertilité sur le couple va de l'évitement sociétal jusqu'à la dépression. Hein. C'est très mal vécu. Toute infertilité est très mal vécue dans notre société. Parce que le poids de la société est important. Oui. Exact. Le point de vue des autres, le regard des autres, et c'est ce qui fait amener les malades à consulter très vite. Il y a un abus en consultation. Il y a certains pays, en Angleterre, qui est un pays très développé, le couple n'a pas le droit de consulter parce qu'il y a tout un service de sécurité sociale avant 2 ans. C'est 2 années d'attente. 2 années d'attente, sauf s'il y a un problème bien défini. Mais sinon, un couple jeune doit attendre ce qu'il faut. Oui. Voilà. Professeur, oui. Je voulais juste préciser, donc pour aller dans le même sens que mon ami, pour dire oui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Plus de 50% des gens qui vont nous consulter dans la précipitation, il suffit juste donc dire de les rassurer. Je vais juste rappeler une notion simple, basique, même dans nos sociétés. Une femme et une autre, c'est pas pareil. Donc, les chiffres donc de 1 an, c'est basé sur une étude. Donc, cette étude, elle a montré quoi? Elle a montré que de 0 à 3 mois, il y aura que 20% des femmes qui vont concevoir. Jusqu'à 6 mois, on aura donc 60%. Donc, c'est-à-dire, les femmes sont différentes. Il y a des femmes qui prennent facilement. Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes aussi. D'autres, mais quand ça, alors j'ai dit donc 60% à 6 mois, 9 mois, c'est 90%. Donc, les 10% qui restent, ce sont les gens qui ont réellement ce retard à la grossesse. Donc, c'est pour ça que si les gens reçoivent ces gens à 2 mois, 3 mois, 4 mois, il suffit juste donc de rassurer, d'expliquer les bases physiologiques de la reproduction que beaucoup de femmes et d'hommes donc c'est-à-dire ignorent et c'est juste un délai à la conception qui est retardé et qui est différent d'un couple à l'autre. Alors l'infertilité, évidemment, donc il y a l'homme et la femme. Est-ce qu'elle est plus fréquente chez l'homme ou chez la femme chez nous? Selon les... Moi, je dis toujours que c'est équitable. Oui. C'est équitable. Là, c'est du niveau de 50-50%. Donc, l'homme doit être impliqué. C'est équitable. Mais c'est la femme qui est la locomotive du couple. C'est elle qui vient en premier, c'est elle qui s'inquiète le plus. Et c'est elle qui, en général, amène son mari à consulter. Et il y a beaucoup de réticence chez les hommes. Hein. Je profite de ce plateau pour dire que c'est un problème de couple, ce n'est pas un problème de la femme. Absolument. C'est un peu aussi le poids de la société qui veut que ça soit la femme qui soit derrière. Un peu. Oui, beaucoup d'hommes chez nous perçoivent le retard à concevoir comme une atteinte un peu à leur virilité. Donc ils confondent fertilité et virilité. C'est un problème comme un autre, il faut le prendre en charge, il faut prendre le taureau par les mains et il ne faut pas se cacher derrière sa femme et l'envoyer avec sa maman, avec sa belle-mère, etc. Donc la consultation, c'est une consultation de couple. Absolument, professeur. Donc je rajoute juste pour dire, il a lancé l'appel aux hommes, et c'est venu d'un homme, oui. Et c'est venu d'un homme, un appel aux hommes pour venir consulter, parce qu'il a dit 50-50, quand vous avez dit, avant, on portait la charge et le poids que pour la femme. Que pour la femme, c'est elle qui est épinglée, c'est elle qui est renvoyée, mais là maintenant, il y a une prise de conscience, d'autant plus que ces dernières années, on a remarqué que l'homme est de plus en plus atteint.
la spermiologie est en baisse, compte tenu des facteurs environnementaux, le stress, mode de vie aussi. Le mode de vie, c'est pour ça, on dira 50-50, mais si on associe les causes mixtes, on va dire que l'homme un peu plus. Donc il faut qu'il soit conscient donc de ce réel problème de l'infertilité masculine. Alors l'infertilité, justement, quelles sont les causes? Est-ce qu'on a des causes bien définies, bien déterminées quand un couple vient consulter? Quelles sont les questions qu'on lui pose pour savoir s'il nécessite un traitement ou un autre? C'est clair, c'est une consultation médicale et une consultation médicale spécialisée. Je reviens juste sur l'infertilité masculine. C'est prouvé par des données statistiques. Il y a une énorme étude qui a porté sur l'évolution des spermogrammes depuis 1973 jusqu'à 2023. Donc c'est 50 ans. Et en 50 ans, le spermogramme chez les hommes a baissé énormément. Et professeur Zegan l'a bien dit, c'est dû aux effets de l'environnement, de l'alimentation qui a changé, de l'obésité, des professions modernes qui sont exercées. Et oui, c'est très inquiétant. Donc il y a des pathologies qui justement sont directement visées quand on parle d'infertilité. L'obésité, le diabète peut-être. C'est le mode de vie, ça c'est l'hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie qui cause aussi ces pathologies. Sans que la personne soit malade, diabétique, etc. C'est l'hygiène de vie. Oui. On mange mal, et ça c'est la vérité. Il y a un excès de sucre, il y a une tendance à l'excès de poids, à l'obésité. Tout ça impacte effectivement sur... mais il n'y a pas que ça, c'est des facteurs supplémentaires. Oui, professeur. Donc, au fait, quand le couple consulte, comme il a dit mon ami, c'est une consultation médicale, c'est une consultation de débroussaillage. Parce qu'au fait, c'est-à-dire l'infertilité, elle est multifactorielle. Même si on trouve une cause, il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai trouvé la... Il faut encore fouiller et rechercher. Parce que c'est un couple, il est hypofertile et l'autre, il peut le masquer. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher les causes, pas s'arrêter à la première. Pas s'arrêter à la première, chercher les causes. La première consultation, c'est ce qu'on apprend aux étudiants, une consultation lente. Il faut recevoir, il faut les recevoir en couple. Après, parfois, il faut les interroger séparément pour savoir leur antécédent, ce qui s'est passé avant leur mariage. Lente sur l'interrogatoire, pour essayer de retrouver leur mode de vie, comme insistait donc docteur Kerfa, leur maladie génétique, leur maladie familiale. Il faut faire une observation médicale la plus exhaustive possible. Après, de cette observation médicale, va sortir, il y a des causes évidentes, et on va suivre la piste de cette cause. Sinon, si on n'a pas retrouvé une cause essentielle, une cause qui nous paraît rentrer dans ce problème, on va demander un bilan de première intention. N'est-ce pas, mon ami? C'est comme ça qu'on procède. Oui, exactement. C'est une enquête, c'est comme toute enquête diagnostique pour chaque pathologie. Néanmoins, il y a des impératifs. Le premier impératif, c'est d'aller du moins cher au plus cher, du moins invasif au plus invasif. Dans les traitements. Dans l'exploration. Très bien, dans l'exploration. Oui, dans l'exploration. Parce qu'il y a des explorations qui sont coûteuses. On fait l'IRM, c'est à 20 000 dinars ou plus. Il faut y aller doucement. Premier impératif. Deuxième impératif, c'est de prendre en considération l'âge de la femme. L'âge de la femme est capital. Et d'ailleurs, l'accélération du processus diagnostique et de l'enquête diagnostique dépend, on va vite ou on va assez lentement, selon l'âge de la femme. Bien sûr, selon les antécédents. Mais les deux impératifs, c'est l'âge de la femme et d'aller du moins coûteux, parce que l'élément financier est très important, et du moins invasif au plus invasif. On ne va pas faire une intervention chirurgicale, on fait une célioscopie juste en première position. Il faut commencer par le plus simple, l'examen, l'échographie, qui sont relativement simples. Est-ce que vous avez des couples qui sont pressés, qui demandent directement... Oui, les couples sont toujours pressés. Sont toujours pressés. Oui. Leur souhait, c'est de trouver un médecin avec une baguette magique, et elle rentre cherchant une grossesse et elle sort enceinte. Mais ça, c'est impossible. Il y a un processus timing à respecter, une exploration à respecter,
et les explorations prennent du temps. C'est argent-phage, si on peut se permettre, et il faut y aller doucement tout en respectant les caractéristiques de chaque couple. Il ne faut pas brûler en tout cas les Non, étapes. absolument pas. Et en tant que praticien, évidemment, vous ne le faites pas, même si le patient demande à ce qu'il fasse directement une intervention pour une grossesse. C'est ce qui ne doit pas être fait. Et c'est ce qui se passe sur le terrain et autres. Oui. Et autres. Je voulais juste rajouter un point sur l'âge de la femme. Oui. L'âge, c'est très important. Je voulais juste dire que la femme est super féconde à l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans. Sa fécondité est de 25%. Je rappelle ce chiffre, après vous allez voir pourquoi je le dis maintenant. Elle est de 25%, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les rapports qui donnent des grossesses. Un quart des rapports donnent des grossesses. Donc, elle est maximum à 25 ans. Au fur et à mesure qu'elle avance dans l'âge, elle arrive à 35-38 ans, c'est divisé par 2. Les chances de grossesse sont divisées par 2. 35 ans. Ça veut dire que c'est des 12%. On va à la quarantaine, il y en a des grossesses, mais c'est divisé par 4. C'est des histoires de chasse. C'est pour ça que l'âge est très, 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 très important. Les étapes, c'est pas, on ne brûle pas les étapes dans la stratégie d'exploration. Par contre, dans la prise en charge, il faut les prendre en charge vite. Tout à l'heure, on a donné un an. Non. Pour ces femmes, il faut les prendre très vite en charge, 6 mois au plus tard, parce qu'on sait que les chances, elles sont réduites. D'autant plus qu'aujourd'hui, le mariage se fait de plus en plus de tard. Plus en plus tard. La femme fait carrière et puis pense évidemment au mariage. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Est-ce que justement, en s'acharnant sur peut-être des processus et en grillant quelques étapes, on augmente nos chances ou au contraire, c'est tout à fait le contraire? On risque de faire du tort à la patiente. Oui. Il y a des femmes qui rentrent, elles sortent systématiquement avec une ordonnance sans exploration. Et ça, ça ne doit pas être fait. Il faut explorer, il faut donner. Des patientes sont prises en charge alors qu'il n'y a même pas un spermogramme. Sont prises en charge pendant plus d'une année sans spermogramme. La femme toute seule. Elle est prise en charge. La femme toute seule. Ce qui est une aberration, scientifiquement parlant. C'est pour ça que je dis que ce qui se passe sur le terrain n'est pas ce qui doit être fait. Et là, je lance un appel aux médecins de faire ce qu'il faut faire. Du plus simple, le plus simple, c'est le spermogramme d'exploration de l'homme. Ce n'est pas coûteux, ce n'est pas douloureux, ce n'est pas chronophage et ça renseigne sur 50% des étiologies de l'infertilité. C'est très important. Faire une bonne échographie au niveau du cabinet. Tout le monde a des machines d'échographie et faire un petit bilan hormonal. Tout ça en allant progressivement, en prenant en considération le facteur temps et le facteur âge. Ça, et j'imagine que des traitements acharnés sur la femme, coûteux, oui. Ont aussi des conséquences sur sa santé. Bien sûr, oui. Bien sûr. Lorsqu'on dérègle une horloge qui fonctionne très très bien, oui. Le résultat est évident. Donc, si une femme est en bonne santé, elle est jeune, elle a un cycle qui est régulier, elle ne pose pas de problème d'ovulation, son échographie est normale, elle est normale. Pourquoi lui donner un traitement? On lui dit qu'on va vous aider on va vous aider un peu à ovuler. Pourquoi vous l'aider? La nature fait bien les choses depuis maintenant des millions d'années. La Terre, c'est pas nouveau, c'est pas au XXe siècle que la Terre a. Donc, laissez la femme tranquille. Faites l'exploration, tranquillisez le couple, rassurez le couple et la nature, et ça va venir. Hein. Écoutez le couple et rassurer justement le couple, c'est très important, parce qu'il y a souvent l'élément de stress, ce poids de la société dont on parlait tout à l'heure. C'est un poids qui est énorme, énorme. Et quel que soit le niveau des femmes, attention, il y a des doctorantes qui viennent en larmes parce qu'il y a l'impact de la société. La société les surveille. Chez nous,
une femme anonyme dans un bus, elle peut vous poser la question, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, pourquoi vous n'avez pas d'enfants, allez-y consulter chez Flan, chez Allan, etc. Il a de bons résultats. Et c'est une femme qui ne vous connaît pas. Oui. Alors là, en famille, alors en famille, c'est des femmes qui évitent tout événement sociétal. Imaginez une femme qui est mariée depuis 2 ans, qui n'a pas d'enfants, et qu'on invite à une femme qui est mariée depuis 9 mois et qui vient d'accoucher. Oui. Donc, c'est un sentiment de remords, de culpabilité et qui est très très aigu et important. Il y a que les femmes qui savent, qui peuvent en parler. Hein. Professeur, oui, à ce sujet toujours. Dans ce sujet, je pense qu'il faut savoir écouter, il faut savoir rassurer, débroussailler la première consultation. Ça règle plus de 50% des problèmes. Comme il l'a dit, d'autant plus que si la femme est jeune, il ne faut pas médicaliser ce qui n'est pas d'accord. Il faut juste rassurer, expliquer les phénomènes physiologiques si elle ne comprend pas. Et puis après, attendre. Maintenant, s'il le faut, donc aller du plus simple au plus compliqué. Il a donné le gold standard chez un homme. On ne peut pas prendre en charge un couple infertile sans faire de spermogramme. Il faut faire un spermogramme. Et après le gold standard aussi, l'échographie, ça se fait dans les cabinets, l'hystérosalpingographie, la radio, ce qu'on appelle communément dans le langage des femmes, la radio des trompes, pour vérifier la perméabilité des trompes qui est le lieu de la fécondation. Et après, traiter au cas par cas. Il n'y a pas d'ordonnance. Oui. Il n'y a pas d'ordonnance. Chaque cas est différent de l'autre. Oui. C'est au cas par cas, chacun chacun son traitement. Il faut donc personnaliser les traitements et éviter, parce que c'est ce qu'elles font aussi, comme il a dit dans les bus, dans les hammams, éviter de dire moi j'ai pris ça, alors prends ça. Donc ça c'est vraiment très 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 grave. Ça peut être bénéfique chez elle et très très dangereux chez l'autre. Alors dans quel cas on parle d'infertilité curable qui permet donc à la fin d'un traitement d'arriver ou de parvenir à une grossesse? Est-ce qu'il y a des infertilités curables? Est-ce qu'on peut parler dans ce terme ou non? L'infertilité est toujours curable. Lorsqu'elle n'est plus curable, ça devient une stérilité, qui est un terme très blessant. On ne parle pas de stérilité, parce que on dit stérilité lorsqu'il n'y a plus de solution. Oui. Lorsqu'elle est définitive et non curable. Quand tous les traitements sont épuisés, on parle de stérilité 3%. Mais des fois, on a le diagnostic d'une stérilité. Oui. D'accord. Le monsieur vient, il a une azoospermie, il n'a pas de spermatozoïdes. Oui. Il ne fabrique pas de spermatozoïdes. Il a une cause génétique, il est stérile et c'est définitif. Une femme qui vient avec une anomalie congénitale, elle n'a pas d'utérus. Oui. Elle fait une insuffisance ovarienne prématurée, elle fait une ménopause précoce. Elle n'a plus de follicules. C'est une stérilité. C'est définitif. D'ailleurs, ce terme de stérilité qui a une cotation un petit peu péjorative, nous, avant, on parlait de couple stérile. Oui, après, justement, tellement c'est péjoratif, on parle maintenant d'infertilité, parce que, comme il a dit, il y a des traitements à tout, mais malheureusement, il y a des choses que la science n'a pas encore percées. Il y a 1 à 3% de ces couples qui consultent, qui restent quand même sans enfants. Heureusement, il y a l'adoption, il y a encore d'autres choses à leur proposer. Voilà. Est-ce qu'il est possible, justement, de prévenir un peu l'aggravation de son état, notamment pour les femmes, parce que quand elle atteint, vous l'avez dit tout à l'heure, l'âge est déterminant, est-ce qu'il est possible de voir combien de follicules est-ce qu'elle a perdu au fil du temps, est-ce qu'il lui en reste, est-ce que ces explorations médicales sont possibles chez nous? Durant le mariage, avant le mariage avant le mariage, pour savoir si elle a le temps de se marier, de concevoir. S'il y a une notion familiale d'insuffisance ovarienne prématurée. Oui. Parce qu'il y a une consonance génétique. Si dans la famille, on a tendance à être ménopausé très jeune. Très bien. C'est des signes qui peuvent l'alerter. Ah oui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que chez nous, pour certaines de ces femmes, il y a la préservation de fertilité. On peut faire la préservation de fertilité même avant le mariage. Ça se fait, techniquement ça se fait, on le fait.
On le fait en général pour les femmes qui ont des cancers, par exemple, Oui. et chez qui on doit instaurer une chimiothérapie qui est D'accord. très nocive par rapport à la réserve ovarienne. Donc, on peut Vous conservez ses chances de concevoir Exact, par la suite. parce oui. que maintenant le cancer est guérissable et il y a une vie après le cancer. Oui. Donc, après, elle pourra se marier, avoir des enfants. Mais si on ne lui fait pas sa préservation de fertilité, c'est fini. Et en quoi consiste la préservation de fertilité, La docteur? préservation de fertilité, c'est de donner un traitement, donc stimuler les ovaires pour avoir un maximum de follicules, les retirer et les congeler. Très bien. Et les congeler, ça peut être congelable des décennies. Et ça, c'est possible, donc, comme vous le dites, pour des C'est femmes. possible pour la femme et pour l'homme, parce qu'il y a même des hommes qui font des cancers, d'un Cushing par exemple, Oui. une maladie du sang, Oui. et en instaurant la chimiothérapie, on peut le rendre stérile, parce que la chimiothérapie est très gonadotoxique. Donc, avant d'instaurer le traitement, l'oncologue peut l'envoyer, et juste on recueille son sperme et on le congèle. Et plus tard, il pourra avoir des enfants grâce à ce sperme conservé. Très bien. Comme quoi que la science trouve des réponses Elle à trouve des problèmes. réponses, pas à tout, mais Pas à elle tout. trouve des Mais en tout réponses. cas, quand même. ça évolue et Petit à petit. dans le bon sens pour répondre justement à ce besoin des couples de concevoir. Il est 10h33 minutes sur Alger Chat 3. Je vous propose de marquer une toute petite pause. Ça vous concerne. On revient dans quelques instants. Je rappelle qu'on parle d'infertilité dans les couples. Et bienvenue à vous sur Alger Chien 3, dans votre espace Ça vous concerne. Il est 10h38 minutes presque sur Alger Chien 3. Nous parlons ce matin, je rappelle, de l'infertilité chez les couples mariés, en compagnie de nos invités, professeur Zegan Huria, de l'Association nationale de planification familiale, ex-chef de service à l'hôpital Belfort, docteur Salaheddin Kerfa, gynécologue spécialiste de la fertilité. On a parlé un peu de ces cas qui viennent chez vous pour consulter. La femme, donc, on a dit, c'est déterminant pour l'âge est déterminant pour la femme si elle veut concevoir. Donc, est-ce qu'il y a pour elle justement des possibilités d'anticiper sur certains événements, notamment de médicaux ou de maladies, de l'âge? Est-ce qu'il est possible pour elle de conserver donc cette chance d'être maman un jour avant que la maladie n'arrive ou avant qu'elle n'atteigne l'âge de conception? Professeur? Oui, donc je pense que docteur Kerfa vient de dire un mot. Donc quand un couple nous consulte, donc analyse spermogramme, l'hystrossalpingographie gold standard, le bilan hormonal pour évaluer la réserve. La réserve ovarienne, comme vous savez, la femme ne peut pas rester stable toute sa vie. Il y a la ménopause qui vient et que la réserve devient nulle. Donc c'est celle-là qu'on évalue pour voir les chances que les traitements donnent chez cette femme. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, chez nous, la femme maintenant, elle s'émancipe, elle évolue, il y a la carrière, elle se marie pas très jeune comme avant. Oui. Elle se marie pas très jeune. Oui. Oui, ça se vend pas au marché. donc au fait, il y a le problème de la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, quand il y a une pathologie qui aggrave donc la précipitation de la faillite de cette réserve ovarienne, une maladie auto-immune, une maladie endométriose, une maladie cancéreuse. Donc, au fait, actuellement, il y a des moyens pour préserver cette fertilité. Cette fertilité, je fais allusion au cancer du sein qui est de plus en plus jeune chez nous, parce que vous savez que le pic est à 42 ans. Oui. Donc il y a des femmes moins de 42 ans, de 30-35 ans qui ont un cancer du sein, et c'est guérissable. Et vous savez, c'est bien pris en charge. Donc pour cette tranche de femmes, il y a la préservation de la fertilité, c'est-à-dire qu'avant d'entamer tous les traitements gonadotoxiques, la chimiothérapie, et donc on peut donc faire des traitements pour pour retirer ces ovocytes, oui, et les congeler et le reprendre au moment opportun. Si le temps est possible et qu'elle a un compagnon, on peut même faire donc la congélation d'embryons, c'est-à-dire la fécondation, obtention d'embryons, congélation et remise au temps opportun. Au temps opportun, c'est ce qu'il faut lancer, c'est ce qu'il faut
toujours dire comme ça à travers vos antennes, parce que justement, nos confrères ne sont pas encore sensibilisés à cette préservation donc de fertilité. Elle se fait facilement, sans aucun problème, dans nos centres de procréation médicalement assistés, je précise, privés. D'accord, oui, voilà. oui. Ça se fait dans les structures privées, ça se Privé. fait chez vous, Oui, docteur ça se fait. Kerfa? Oui, ça se fait très facilement. Juste une nuance, Oui. que pour les couples mariés, il faut savoir que l'embryon appartient au couple. Oui, Oui. Et le couple peut ne pas durer. oui. Par contre, les ovocytes appartiennent à la femme. Très Donc bien. on fait pratiquement du 50-50%. C'est le couple est marié, on vitrifie les embryons et on vitrifie aussi les ovocytes. Très Beaucoup de couples se cassent après tout ce parcours de combattant que doit passer la femme, la chimiothérapie, la radiothérapie. Il y a des couples qui sont brisés. Et les embryons appartiennent au couple, aux deux. On ne peut pas transférer un embryon à une femme divorcée. Oui. Très bien. Donc on fait du 50-50%. Ça, c'est juste une nuance. Et on le fait et ça se fait. Et c'est techniquement très Dans la faisable. pratique. Oui. Dans la pratique, ça se fait et ce n'est pas du tout difficile. Oui. Hormis les maladies, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce que là, je peux donc lui ouvrir ce droit ou non? Ça, ce qu'on appelle une préservation de fertilité sociétale. Oui. Maintenant, il y a un vide juridique, effectivement. Oui. On peut s'y engouffrer, mais ça reste une possibilité, effectivement. Une femme qui s'inquiète pour sa fertilité, qui s'inquiète elle n'a pas encore trouvé de compagnon. Surtout si elle a connaissance d'une ménopause très avancée. Dès qu'elle approche, Oui. elle se rapproche de la quarantaine, l'inquiétude commence. Oui. La chute de la réserve ovarienne commence à partir de 37 ans. Dès l'approche de la quarantaine, il y a une inquiétude qui s'installe, et c'est une inquiétude qui est légitime. Oui, on peut faire de la préservation de fertilité, Très bien. pour le moment. Très Il n'y bien, a pas pour de le loi moment. qui l'interdise. Alors, évidemment, donc, je le disais tout à l'heure, il y a des solutions médicales aujourd'hui qui sont apportées à ces couples qui veulent concevoir. Il y a des traitements, ça commence par des traitements et ensuite, donc, évidemment, il y a des interventions. Est-ce qu'on peut donner aujourd'hui quels sont les traitements et quel cas est traitable par des médicaments, d'autres par des interventions? Comment ça se passe? Il y a des cas qui sont très simples. Oui. C'est les cas où le traitement médical n'apporte rien, qu'il faut passer directement en FIV. Oui. On a un spermogramme qui est catastrophique. Oui. D'accord? Le monsieur a très peu de spermatozoïdes. On sait que ça ne sert à rien de perdre du temps. On a la femme qui a des trompes qui sont bouchées. Ça ne sert à rien de perdre son temps. Donc il faut passer directement. Ça, c'est des cas, c'est des dossiers très faciles. Oui. Parce que le traitement est clair. Il faut passer en PMA ou ne rien faire. Oui. Maintenant, les cas les plus nuancés, lorsqu'on ne trouve pas de cause, parce qu'il y a pratiquement 15 à 20% d'infertilité inexpliquée. Même en faisant les explorations les plus poussées, on ne trouve rien. C'est Donc, des cas d'infertilité. Oui. Idiopathique. Oui, on parle d'infertilité idiopathique. Tout va bien, mais il n'arrive pas à concevoir. Oui. Oui. Mais jusqu'à quand? Oui. On attend une année, 2 ans, 3 ans. Le couple cherche des solutions. Là, on passe aussi à la procréation médicale assistée. On passe par quelque chose de léger qui est l'insémination artificielle. Ensuite, la PMA. Ensuite, la fécondation in vitro. Voilà. Et d'autres, il y a où les problèmes sont étiquetés. S'il y a un problème à régler chirurgicalement, la femme a un ou plusieurs fibromes qui gênent. Oui. Il y a des traitements, il y a le traitement chirurgical parce qu'il y a la chirurgie de la fertilité. La chirurgie peut apporter des solutions. Très bien. Maintenant, il y a des cas où c'est un traitement qui est médical. Il y a énormément de femmes, il y a pratiquement 20 à 25% de femmes qui ont ce qu'on appelle le polycystic ovarian syndrome, la dystrophie ovarienne micropolykystique. C'est très fréquent et c'est l'une des causes majeures de troubles de l'ovulation où la prise en charge est médicale. Médicale et parfois chirurgicale, on peut faire ce qu'on appelle un drilling. Ça peut donner des résultats. Il y a un spermogramme qui est moyen, on peut l'améliorer en améliorant l'hygiène de vie. Il y a des médicaments à donner, il y a des infections à traiter. Tout ça, ça peut donner des résultats et globalement, ça tourne autour de ça. Très bien. Au bout de combien de tentatives, est-ce qu'il faut persévérer justement quand on est dans cette situation? D'où l'impératif temps. Oui. On ne prend pas en charge une dame qui a 19 ans, qui s'est mariée, même si elle s'est mariée depuis 2 ans, elle a 22 ans, elle a encore du temps. Oui. De la même manière qu'une femme qui a 39 ans. On ne doit pas attendre jusqu'à 43 ans pour l'envoyer dans un centre de PMA. Et c'est ce qui arrive maintenant. Il y a des femmes qui font le tour des cabinets pour arriver au niveau des centres de PMA à un âge avancé. C'est une perte de chance. Oui. C'est une perte de chance. Il faut savoir passer la main.
S'il n'y a pas de résultat, il faut savoir passer la main et envoyer les malades, les couples, au centre de PMA. Maintenant, la prise en charge en PMA, il y a des obstacles dont on a discuté tout à l'heure. Oui. Le non-remboursement, hein, Oui, c'est on va un en problème parler, oui. énorme. Oui. Donc c'est une médecine à plusieurs vitesses. Celui qui est riche, il peut se prendre en charge. Celui qui ne l'est pas, ça pose problème réellement. Voilà. Globalement, je pense que... Oui, professeur, oui. Oui, moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez donc c'est-à-dire soulevé. Elle a dit au bout de combien de Tentatives, oui. Voilà, de tentatives. Ce que je voulais expliquer, je l'ai dit au tout début, j'ai dit que le maximum de fécondité c'est à 25 ans et de 25%. Oui. Et de 25%. Donc, au fait, quand le médecin vient c'est-à-dire réparer les troubles de la physiologie, il ne peut obtenir que ce 25 à 30% de résultats. Donc, surtout dans nos contrées, chez nos femmes, elle a fait une tentative chez M. Kerfa, ça n'a pas réussi. Elle va dire, lui, il ne sait rien, je vais changer, je vais aller chez l'autre, je vais voir. C'est ce qu'il ne faut pas faire, je pense. C'est ce qu'il ne faut pas faire parce Oui. qu'en fait, c'est des tentatives. Oui. C'est pas parce qu'il n'a pas été bon, c'est parce que, au fait, c'est comme dans la physiologie, c'est pas tous les rapports sexuels qui donnent une grossesse. Oui. Qui donnent une grossesse. Alors, il ne faut pas comme ça, c'est-à-dire voltiger de centre à centre. Il faut rester dans un seul centre, là où on va approfondir pourquoi. Ils vont bien regarder le dossier. Ils ne vont pas refaire à zéro le dossier. Et donc, on peut multiplier les tentatives. Chez nous, il n'y a pas de remboursement, comme a dit M. Oui. Kerfa. Dans les pays développés, 4 à 6 tentatives, sinon on arrête. Oui. On arrête, parce que la science, elle a percé beaucoup de choses, mais il y a le mystère de la vie quand même, qui reste Absolument. encore... Chez nous, il n'y a pas de limite de tentatives. Bon, évidemment, Parler c'est des pas... tentatives FIV, on oui, parle... oui. Oui, Quatre- bon, pour le remboursement, le médicament est remboursé. Donc, c'est à 4 ou 6. Est remboursé 3 fois pour les couples qui sont affiliés à une caisse, Oui, CNAS ou CASNOS, qui sont assurés. qui Oui. sont assurés. Il y a un remboursement, la CNAS et la CASNOS remboursent 3 tentatives à l'échelle de 80%. Oui. Si les couples ont une mutuelle, ça sera du 100%. C'est la prise en charge au niveau du centre qui n'est pas remboursée. Le médicament est une partie du traitement. Il y a le traitement, il y a une prise en charge au niveau du centre. Tout ce qui est consultation, tout ce qui est ponction, tout ce qui est transfert, tout ce qui est travail de laboratoire, il n'est pas remboursé, c'est 0 dinar. Et c'est des interventions qui coûtent cher? Relativement par rapport au niveau de vie de l'Algérien, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais il faut savoir aussi que la tentative de FIV chez nous est l'une des moins chères au monde. Je vous donne un exemple. Là, aux États-Unis, ça dépend d'un État à un autre. Vous faites une FIV à New York, c'est 20 000 $. Vous la faites en Californie, ça peut aller jusqu'à 80 000 $. En France, ça a été défini, si vous la faites de votre propre argent, sans prise en charge par la sécurité sociale, c'est entre 10 et 15 000 €. Voilà, vous pouvez faire la conversion. Alors que chez nous, Chez nous, elle tourne autour de 400 000 dinars. Le tout, hein, le traitement, la prise en charge. Oui, oui. Et avec le même taux de réussite, c'est-à-dire que si on part à l'étranger, ça ne veut pas dire qu'il y aura grossesse forcément, c'est les mêmes traitements. Merci d'avoir évoqué ce. Oui. C'est une technologie Oui. qui ne date pas d'hier. Oui. Le premier enfant né par FIV, Louise Brown, est né en 1978. Donc c'est elle-même, elle a eu son enfant. Donc c'est une technologie qu'on maîtrise parfaitement. Et ce n'est pas la peine d'envoyer nos couples dans des pays voisins. Hein, beaucoup de médecins envoient. D'ailleurs, c'est un point à soulever. Pourquoi nos médecins envoient les couples en Tunisie ou en Égypte ou là. C'est un grand point d'interrogation. Alors que c'est une technologie qu'on maîtrise. Il y a actuellement une trentaine de centres en Algérie et 2 centres publics, l'un à l'hôpital Parnay et l'autre à l'hôpital de Nadja, chez les militaires. Et donc, il y a une prise en charge disponible en Algérie. Pourquoi envoyer les couples à l'étranger? Le taux de réussite dans le meilleur centre au monde ne dépasse pas 30%.
25 à 30. Mhm. C'est la physiologie. Oui. En fait, on fait que réparer la physiologie. Mais le fait de transférer plusieurs fois, parce que lorsqu'on fait une tentative, on peut avoir beaucoup d'embryons et on ne transfère que 1 à 2 et le taux cumulé peut monter jusqu'à 80% si on transfère les embryons qu'on vitrifie, parce qu'on vitrifie les embryons restants. Surnuméraires, on ne les jette pas. Donc plus on fait de tentatives, plus nos chances augmentent? Ah oui, c'est un taux cumulé. Plus on transfère des embryons, ça peut être la première tentative. Oui, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir au couple, mais ça peut être au troisième transfert, au quatrième transfert. Est-ce que les couples, justement, rencontrent des difficultés financières, vu qu'il n'y a pas de remboursement, de faire plusieurs tentatives? Est-ce qu'ils doivent abandonner par souci financier? Mais bien sûr, Oui. bien sûr, il y a des pertes de vue par souci financier. Les couples ne peuvent plus suivre. Il y a des couples qui vendent leurs biens. J'ai une femme qui dit c'est un couteau dans le cœur. Voilà, c'est très pénible. Et ça nous met la pression. Ça nous met énormément la pression. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez, par exemple, des couples qui, au bout de plusieurs années, ont pu, grâce à la médecine qui propose aujourd'hui des solutions, avoir un enfant? Est-ce qu'il est possible, au bout de 10 ans d'infertilité, de concevoir par la suite? Oui. Oui. Si on garde ses ovocytes et un spermogramme correct, oui. 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 Professeur? Bien sûr. C'est-à-dire, je pense que ce qu'elle veut dire, est-ce qu'une infertilité ancienne Traitée pendant 10 ans peut, par la suite, donner donc naissance à un enfant? Spontanément. Non, non, après traitement. Oui. Bien sûr. Oui. C'est ce qu'on voit tous les jours. Tous les jours. Pour rassurer tous ceux qui nous écoutent. Bien sûr, si elle est bien prise en charge. Oui. Si elle perd son temps, si elle perd ses 10 ans d'un cabinet à un autre, avec, et sans passer à un niveau supérieur. Oui. Parce que c'est des paliers de traitement. On commence par une prise en charge au niveau du cabinet. Et si au bout d'un certain temps, quand on dit un certain temps, pour ceux qui nous écoutent, au bout de combien de temps faut-il s'inquiéter? Des fois, dès la première consultation. Des fois, oui. Dès la première consultation, il faut passer en PMA. Oui. Il y a des indications d'un passage rapide à la procréation médicale assistée. Des fois, après... Est-ce que vous conseillez les patients à prendre plusieurs avis ou non? Ou aller dans un centre et... Elles le font d'elles-mêmes. Oui. Les couples le font. Elles changent de médecin, on lui dit, parce que dès qu'il y a une grossesse... Parce que le temps est précieux. Le temps est précieux, Oui. effectivement. Et prendre plusieurs avis, oui, je le conseille. Oui. Surtout lorsqu'il y a une indication chirurgicale, il y a une indication, il y a un déboursement important d'argent, il faut prendre des avis. Il faut prendre un avis d'un autre spécialiste. Et parce qu'en médecine, il n'y a pas que l'absolu, il y a le relatif. Oui. Ce qui est absolu chez quelqu'un est peut-être relatif chez quelqu'un d'autre. Oui. Au bout de combien de temps, justement, dans un traitement qu'on suit, dans une clinique, faut-il s'inquiéter et aller peut-être trouver quelqu'un d'autre? Le temps, c'est ce qu'on disait, il ne faut pas porter préjudice à la femme. Le temps est l'ennemi numéro 1 de la femme. Oui. Si ça dépend de son âge. Si elle a 20 ans, même si on perd 3 ans, ce n'est pas grave si elle a une bonne réserve ovarienne. Si elle a 39 ans, et on l'adresse à un centre de PMA à l'âge de 43 ans, après l'avoir retenu pendant 4 ans pour rien, ça, à mon sens, c'est une erreur. Oui. Professeur? Je voulais aborder quelque chose dont on n'a pas parlé. Donc, c'était les différents traitements. Monsieur Kerfa a parlé des spermogrammes très altérés qui nous amènent à faire la fécondation in vitro. Dans ce retard, donc justement, de prise en charge en procréation médicalement assistée, on remarque la réticence des hommes. La réticence des hommes, surtout quand il s'agit... ils se font explorer. Ils se font explorer. Après, il y a une cause qui apparaît, le varicocèle. Le varicocèle. Alors, ils sont donc des réticents d'aller voir un centre de procréation médicalement assisté, où la solution va se dégager d'elle-même. Est-ce qu'il faut opérer ce varicocèle? Ou est-ce que, compte tenu de l'âge de la femme, il ne faut pas perdre de temps à cette femme, il faut aller à la procréation médicalement assistée? Mais on assiste au retard, l'un des retards de la prise en charge en procréation médicalement assistée, c'est cette prise en charge du varicocèle qui retarde chez les hommes l'idée d'avoir une grossesse spontanée. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faut quand même leur expliquer
comment et aller vers un centre de procréation médicalement assistée. Surtout si la femme est âgée. Très bien. Nous arrivons presque au terme de l'émission. Un conseil que vous pouvez donner aux couples qui nous écoutent et qui veulent à tout prix donc concevoir un enfant, quelle est l'étape à suivre? On discute fertilité, mais il ne faut pas aussi tomber dans un climat de panique. Oui. On La a dit tout grossesse, à l'heure, quelque au bout chose d'une de année, naturel, 2 ans. Oui. Et de naturel et qui se fait spontanément. Il faut juste avoir de la patience Oui. et du bon sens. Oui. D'accord? Et dans le sens contraire, il ne faut pas perdre énormément de temps. Et je le dis, l'ennemi numéro 1 de la femme, c'est le temps et l'âge. Donc il ne faut pas perdre de temps. Et un message aussi à nos confrères et à nos amis et les médecins, c'est savoir passer la main. Oui. Prendre en charge et savoir quand passer la main à un palier supérieur. Très bien. Voilà. Très bien. Professeur, un dernier conseil? C'est toujours pareil, donc écouter, donc la savoir écouter les couples infertiles, rassurer, parce que dans 50%, c'est le traitement. Voilà, dans 50% des cas, donc c'est le traitement. Sinon, actuellement, il y a beaucoup de techniques de procréation médicalement assistées. Et qui réussissent très bien. Et qui offrent cette joie, joie d'avoir un enfant. Docteur Kerfa, un dernier mot? Un dernier mot, mon dernier message, c'est pour les pouvoirs publics. Oui. Ces couples, c'est des couples qui posent problème au niveau d'une pathologie. Et cette histoire de remboursement est capitale. C'est de travailler avec la C'est Caisse de ne nationale pas de avoir sécurité sociale. dans notre pays une médecine à plusieurs vitesses. Oui. Celui qui a les moyens, Il peut se permettre. il peut se permettre, et celui qui n'a pas les moyens, il n'a qu'à vivre. C'est une sorte d'injustice malheureux. sociale. C'est une sorte d'injustice sociale auquel le pays, à mon sens, a le devoir de faire face. J'espère que le message passera pour les Inch'Allah. pouvoirs publics. Je voulais juste dire un mot. On n'a plus le temps, professeur, je suis désolée. L'âge du monsieur. Oui. Parce qu'on a parlé de l'âge de la femme. Oui. Maintenant, l'âge du monsieur rentre aussi dans les grossesses normales. Très bien. Merci à vous, docteur Kerfa, professeur Zegam. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Yassine au streaming, Samir à la technique et Houssine à la régie d'antenne.